Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire public sur le projet Drakkar Mermaid. Donc moi c'est Juliette Delavenne, je suis la coordinatrice du projet Mermaid. Nous sommes plusieurs intervenants, tous membres du projet, et pendant les 45 prochaines minutes, nous allons vous présenter les grandes lignes du projet Drakkar Mermaid, les questions de recherche qui y sont abordées et les moyens qui y sont associés. Ensuite, nous allons garder 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc pour poser vos questions, vous avez un onglet qui doit s'appeler Q&R dans la console. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et on y répondra à la fin. On verra si on a le temps de répondre à toutes les questions, mais on y répondra un maximum. On va commencer par une courte introduction sur France Énergie Marine. Et ensuite, nous allons dire quelques mots sur le programme Drakkar et ensuite présenter tous les axes de recherche du projet Drakkar Mermaid. Alors, donc, France Énergie Marine, c'est un institut pour la transition énergétique. Sa mission principale, c'est d'accompagner le développement de l'éolien en mer et des énergies océaniques. C'est un institut qui existe depuis 2012 et qui compte en ce moment 85 collaborateurs. Donc France Énergie Marine, ou FEM pour faire plus court, nous sommes présents sur toutes les façades. Donc le siège est à Brest. Nous avons une antenne à Marseille, une antenne à Nantes et une antenne au Havre. Donc France Énergie Marine, ça regroupe 29 membres. Il y a des partenaires publics dans lesquels on va retrouver des collectivités territoriales, comme la région Normandie, on va retrouver des pôles de compétitivité, des structures académiques. Et nous avons également des partenaires privés du secteur industriel. Donc France Énergie Marine, c'est 50% de financement public et 50% de financement privé. Hop. Les équipes de France Énergie Marine sont réparties dans 4 pôles de recherche et développement, 4 programmes. Le projet Drakkar Mermaid, il s'inscrit dans le programme Intégration environnementale. Dans ce programme, nous sommes à peu près 25 collaborateurs. On a des chercheurs, des chefs de projet, on a des thésards. Et en ce moment, il y a à peu près 26 projets de recherche en cours dans le programme en question. Les objectifs principaux des projets développés, ils ont tous à peu près comme point commun d'étudier les effets de l'éolien en mer et des autres énergies marines renouvelables sur les différents compartiments de l'écosystème. Et ceci à différentes échelles spatiales. Donc, on va travailler à l'échelle locale, donc autour d'une éolienne, à l'échelle du parc, et on va jusqu'à l'échelle de la façade. On travaille également à différentes échelles temporelles et à différentes échelles socio-écosystémiques. Et enfin, tous ces projets de recherche de R&D, ils ont vocation à proposer des outils novateurs pour la meilleure intégration environnementale des projets éoliens en mer. Je vais vous présenter quelques projets qui sont développés en ce moment chez France Énergie Marine autour des sujets du suivi de la mégafaune et de l'approche écosystémique. On peut citer Ovsom, alors lui il est plus en cours, il vient de se terminer, fin 2023, et en fait c'est le projet qui a amorcé les travaux d'intercalibration de suivi de la mégafaune marine. Migralion et Migratlan, eux, ce sont des projets qui sont portés par l'OFB, dont FEM, France Énergie Marine, participe à la coordination scientifique et il vise à mieux comprendre les trajectoires de migration de l'avifaune. Sur l'avifaune, nous avons également Sémaphore, qui est un projet qui vise à prédire les mouvements de migration à partir de données de radar météo. On peut aussi citer FishOff. Donc FishOff, c'est un projet qui place des réseaux de suivi des peuplements de poissons par télémétrie dans les parcs éoliens. Et pour étudier le cumul d'impact, on a Nestor qui développe l'approche écosystémique pour étudier ce cumul d'impact des EMR. Et enfin, Drakkar Mermaid, donc qui nous réunit aujourd'hui, c'est le projet dont nous allons vous parler, et il est adossé au programme Drakkar. Et donc pour vous parler du programme Drakkar, puis du Drakkar Mermaid, je passe la main à Karine. Bonjour à tous, je suis Karine Ira, chercheure à France Énergie Marine sur les interactions entre la mégafaune marine et le développement des énergies marines renouvelables. Et je suis également le pilote scientifique du projet Drakkar Mermaid, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, ainsi que mes collègues. Donc tout d'abord, comme vous l'a dit Juliette, Drakkar Mermaid s'insère dans le programme Drakkar, qui regroupe des projets de recherche et développement qui utilisent le mât de mesure localisé à 13 km au large de Fécamp
comme plateforme de recherche instrumentée. Ce mât se trouve également en bordure sud du parc éolien de Fécamp, à 450 mètres de l'éolienne la plus proche. France Énergie Marine a repris ce mât de mesure et nous allons pouvoir l'utiliser comme plateforme de recherche pendant les 6 prochaines années. Il dispose d'une plateforme qui surplombe la mer à 20 mètres de hauteur, ainsi que d'un treillis de plus de 30 mètres de haut qui en font un poste d'observation amphibie privilégié pour déployer des instruments aussi bien sous l'eau qu'en aérien. C'est aussi une structure qui est très intéressante puisqu'elle est constituée d'une fondation gravitaire qui est similaire à celle des éoliennes qui ont été construites tout autour. Et en plus, il est en place depuis 8 ans. Donc c'est une configuration particulière qui permet d'envisager aussi bien des études sur le comportement des structures, mais aussi, par exemple, d'un point de vue écologique, c'est une structure qui est déjà colonisée par de différents organismes et qui peut être intéressant pour développer des études, des processus comme l'effet récif ou encore les effets d'agrégation temporaire de poissons. De par sa proximité avec le parc, c'est aussi représente une opportunité d'observation de l'écosystème, notamment après la phase de construction, durant laquelle l'écosystème est potentiellement la plus sensible. Et enfin, c'est assez extraordinaire de disposer d'une infrastructure comme ça au large, qui permet à la fois de déployer des instruments en aérien, sous-marin, aussi bien pour étudier des paramètres physiques de l'environnement que biologiques, mais aussi d'avoir accès à de l'énergie, ce qui est indispensable pour déployer une instrumentation, mais aussi pour avoir accès à de l'espace de stockage et pouvoir transmettre les données. Donc, DRACAR est un programme de recherche et développement innovant qui est soutenu par des financements de la région Normandie, mais aussi l'Europe via des financements FEDER et les subventions France 2030 pour un budget total de 8,2 millions. C'est un programme qui regroupe 4 partenaires, dont France Énergie Marine, qui a une antenne Manchester-Mer du Nord au Havre en Normandie, l'Université de Caen Normandie, l'Université du Havre en Normandie et l'INSA Normandie, autour de 6 thématiques qui sont portées par les différents partenaires du programme, et donc notamment sur une thématique sur les processus hydrosédimentaires, sur le comportement des structures, sur des mesures de paramètres physiques de l'environnement, et aussi des thématiques sur la partie plutôt biologique, donc une thématique sur l'halieutique, le benthos et la biocolonisation, et 2 thématiques donc sur la mégafaune marine et l'approche écosystémique, ces dernières étant incluses donc dans le projet Drakkar Mermaid que je vais vous présenter. Et ces 6 grands axes de recherche, ils vont permettre de répondre à plusieurs enjeux, donc notamment comment optimiser le dimensionnement des éoliennes, mettre en place un réseau d'observation des paramètres physiques et biologiques de l'environnement, et améliorer la compréhension des interactions entre l'éolien en mer et l'environnement. Donc, le projet Drakkar Mermaid s'insère dans le projet Drakkar. Drakkar Mermaid, c'est un gros projet qui regroupe 20 partenaires, aussi bien des instituts académiques que des entreprises privées et des institutions publiques telles que des régions, les pôles mer Bretagne Atlantique, mais aussi Méditerranée, et aussi le ministère de la Transition écologique, plus particulièrement la Direction générale de l'énergie et du climat. Le but de ce projet est d'étudier l'évolution temporelle de la mégafaune marine autour d'une structure EMR et d'assurer ses suivis au travers d'une approche intégrée pour aller vers un réseau d'observation. Donc, comme vous le savez, le développement d'un parc éolien induit des modifications de l'habitat naturel via des effets directs et indirects qui peuvent avoir des impacts sur le fonctionnement des écosystèmes. Les espèces de la mégafaune marine, donc à savoir les mammifères marins, les poissons et les oiseaux marins, sont des espèces clés de l'écosystème puisqu'elles se trouvent en haut de la chaîne trophique et intègrent donc les variations spatio-temporelles des niveaux trophiques inférieurs. Et donc, on peut, de par cette position dans la chaîne alimentaire, on peut les considérer comme représentatives de l'état de santé d'un écosystème. Par ailleurs, ce sont des espèces qui sont emblématiques et ou commerciales dans le cas des poissons.
et qui pose donc problème quant à l'acceptation des parcs par l'opinion publique. Donc comprendre l'impact potentiel des développements de parcs éoliens sur ces compartiments est un réel enjeu, et d'autant plus un enjeu et un défi que ces espèces ne sont pas faciles à observer, elles parcourent de larges distances et en plus ont un mode de vie inféodé à l'eau, donc difficile à observer. Par ailleurs, les parcs sont amenés à être de plus en plus au large, ce qui rend d'autant plus difficile et coûteux de collecter des données sur ces compartiments de la mégafaune marine. Pourtant, il faut développer des outils et des méthodes qui permettent d'assurer des suivis de la mégafaune marine à long terme, un peu comme si on avait quelqu'un toujours à poste en mer pour pouvoir observer ces différents compartiments. Et c'est nécessaire pour pouvoir comprendre, enfin capter et comprendre les mécanismes de l'environnement et liés aux activités humaines dont l'éolien fait partie, qui pourraient induire des changements du fonctionnement de l'écosystème. Donc, dans le projet Drakkar Mermaid, nous vous proposons une vision intégrée, donc en utilisant le MatFécamp que je vous ai décrit un peu plus tôt, comme plateforme de recherche afin d'y déployer toute une panoplie d'instruments complémentaires pour pouvoir étudier les différents compartiments de la mégafaune marine. Donc, ces instruments, mes collègues vous les décriront plus tard. Et on veut, de manière générale, collecter des informations sur les espèces présentes, en quelle quantité elles sont sur zone, caractériser leur comportement pour pouvoir comprendre comment elles utilisent cet habitat, mais aussi comprendre les liens entre ces différents compartiments pour pouvoir avoir une vision intégrée de l'écosystème. Et ces différents paramètres écologiques doivent être mis en relation avec les conditions environnementales, mais aussi avec les activités humaines afin de pouvoir modéliser et mieux appréhender les impacts cumulés de l'environnement et des activités humaines sur l'écosystème marin. Il faut savoir que développer une telle approche d'instrumentation en mer, de suivi intégré continu, c'est des défis opérationnels, technologiques, mais aussi techniques assez forts. Et donc, dans le projet Mermaid, on va s'attacher à ce que cette méthodologie soit transférable à d'autres sites, à d'autres infrastructures. Et pour cela, on va mettre en place donc une standardisation des protocoles de l'acquisition de données au traitement de la donnée, mais aussi une standardisation de l'évaluation des méthodes automatisées développées et de la qualité des résultats produits. L'automatisation du traitement de la donnée est essentielle dans ce projet pour pouvoir envisager des suivis à long terme et gérer la quantité des données collectées pour extraire des informations écologiques pertinentes. Ça, pour ensuite envisager de l'acquisition et de la transmission de données en temps réel, sont indispensables pour pouvoir adopter ce type de suivi au large et éviter de stocker après des quantités de données déraisonnables et non réalistes. Et en fait, s'assurer de la robustesse de ces méthodes développées dans le projet et leur transférabilité est essentiel pour aller vers un réseau d'observation de la mégafaune marine et transférer ces approches. Donc moi, je vais passer la main à mes collègues qui vont vous présenter les différents axes de recherche que nous allons développer dans Drakkar Mermaid. Et nous allons commencer avec Yann qui va vous parler des oiseaux et des chauves-souris. Hop. Donc, merci beaucoup, Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Yann Planck, je suis chercheur à France Énergie Marine et je travaille plus spécifiquement sur les thématiques d'interaction entre l'avifaune et les projets d'éoliennes en mer. Et je suis localisé à l'antenne Manchest mer du Nord qui est au Havre. Et donc, je vais vous présenter le contenu, les objectifs du lot faune volante. Donc, on va parler d'oiseaux et on va parler de chiroptères du projet Drakkar Mermaid et vous montrer qu'est-ce qu'on fait comme instrumentation sur le MatFécamp dans le cadre de ce lot. Donc, tout d'abord, ici, on va s'intéresser à 3 grands compartiments que sont les oiseaux marins. Les oiseaux marins, c'est-à-dire les oiseaux qui dépendent du milieu marin et qui vont s'alimenter dans le milieu marin et qui sont donc intégrés aux écosystèmes marins. Ensuite, les migrateurs terrestres, les oiseaux migrateurs terrestres,
qui, lorsqu'ils passent d'un point A à un point B pendant leur période de migration, peuvent passer au-dessus du milieu marin et peuvent donc aussi être impliqués dans des interactions avec les projets d'éoliennes en mer, d'interaction avec les activités anthropiques en mer. Et enfin, les chiroptères, dont on sait qu'ils peuvent également passer au-dessus du milieu marin pendant des périodes de migration et qui peuvent aussi être impactés par des interactions avec les éoliennes en mer. Et donc l'objectif, ce sera à la fois d'identifier les espèces avec les instruments qui vont être déployés, de quantifier et d'analyser également le comportement. Et donc pour cela, on a 3 objectifs d'étude dans le lot faune volante. Tout d'abord, identifier et quantifier en mer les chiroptères et les oiseaux migrateurs, d'arriver à étudier le comportement d'une espèce locale d'oiseaux marins, et d'étudier l'utilisation d'une structure offshore en mer par les oiseaux, selon 2 objectifs différents. Tout d'abord en vol autour de la structure offshore, mais également en repos sur la structure offshore. Donc de savoir quel peut être l'effet reposoir d'une structure offshore, et notamment le mât fécamp et par parallèle des éoliennes en mer. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du premier objectif. On a 5 différents instruments qui permettent de répondre aux différents objectifs. Tout d'abord, le premier objectif, détecter et identifier et quantifier en mer des chiroptères et des oiseaux migrateurs. On va ici s'atteler à tout d'abord identifier les espèces et également les quantifier. Et pour cela, on a 2 instruments qui sont ou vont être déployés sur le mât fécamp. Tout d'abord, une station Motus va être installée sur le mât fécamp. Alors, le principe d'une station Motus, c'est d'utiliser le principe de télémétrie passive. C'est-à-dire que l'on va avoir une antenne radio, qui va capter des ondes VHF qui vont être émises par des émetteurs qui sont installés sur des oiseaux ou sur des chiroptères. Et l'intérêt de cette technique, c'est de pouvoir équiper des oiseaux de très petite taille, puisque les balises émettrices Motus sont vraiment très petites. Donc on peut équiper des petits oiseaux et on peut même équiper des chauves-souris. Et c'est tout l'intérêt par rapport à d'autres balises un peu plus grandes, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui permettent d'acquérir des localisations GPS, mais qu'on ne peut pas poser sur des petits oiseaux ou des chiroptères. Et donc ici, cette station Motus, qui va être composée de différentes antennes, elle va être installée sur le mât fécamp très prochainement. Et elle aura pour objectif de détecter dans un premier temps des oiseaux qui ont potentiellement été équipés, soit par exemple en Angleterre, soit au niveau de la Belgique et des Pays-Bas, tout en sachant que ce sera la première de France métropolitaine. Et l'objectif également de cette installation est de voir si cela fonctionne bien en milieu offshore, pour pouvoir à terme peut-être en déployer sur des éoliennes en mer, et aussi impulser l'idée d'avoir un réseau Motus qui se développe aussi du côté français. Ensuite, on a également des enregistreurs acoustiques qui ont déjà été équipés sur le mât fécamp. Alors, ces enregistreurs acoustiques, on en a 2 types. On a des enregistreurs qui sont des enregistreurs dans le spectre de l'audible, qui vont permettre d'enregistrer les oiseaux. Et on a également des enregistreurs ultrasons qui vont permettre d'enregistrer les chiroptères lorsqu'ils écolocalisent. Et donc, le déploiement de ces enregistreurs a été réalisé dans le cadre d'un autre programme qui s'appelle le programme Migratlan, qui a juste été évoqué tout au début. Et pour rappel, c'est un programme de l'OFB. L'analyse des données est aussi réalisée avec le laboratoire CESCO du Muséum national d'histoire naturelle, qui est aussi intégré dans le projet Drakkar Mermaid. Et donc l'objectif ici, ça va être de pouvoir enregistrer les vocalises d'oiseaux et également les écolocalisations de chiroptères qui pourraient passer autour du mât fécamp. Le deuxième objectif est ici d'étudier le comportement d'une espèce locale d'oiseaux marins, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, on va utiliser le principe de la télémétrie active, c'est-à-dire que cette fois-ci, sur des goélands marins, on va équiper ces goélands marins avec des balises de type GPS-GSM qui permettent d'enregistrer un grand nombre d'informations sur le comportement des animaux. Tout d'abord, évidemment, des localisations GPS pour savoir où est-ce qu'ils se déplacent en mer, mais également des informations telles que l'altitude, des accélérations qui nous permettent de comprendre mieux le comportement
et du coup aussi de voir les interactions potentielles avec des structures offshore comme des éoliennes en mer. Et donc ce suivi va être réalisé avec l'aide du groupe ornithologique normand et des déploiements sont prévus au niveau de Fécamp dès mai prochain afin d'équiper une vingtaine de goélands marins et de suivre les interactions qu'il peut y avoir à proximité du parc éolien en mer de Fécamp et également à proximité par association du MAT Fécamp qui est au sud du parc éolien. Puis enfin, le dernier objectif, c'est étudier l'utilisation d'une structure offshore en mer par les oiseaux. Donc, pour rappel, il y a deux objectifs, en vol autour de la structure et en repos sur la structure. Donc, on a deux types d'instruments qui vont nous permettre de répondre à ces deux sous-objectifs. Donc, tout d'abord, on a des caméras 360 degrés qui ont été installées sur le MAT Fécamp dans le cadre d'un autre projet dont Juliette vous a parlé tout à l'heure, qui était le projet OFSOM. Et ces caméras 360 degrés permettent d'enregistrer de jour des vidéos en continu. Et l'objectif ici, dans le cadre du lot faune volante, c'est de pouvoir analyser ces vidéos pour pouvoir détecter la faune volante, pour pouvoir détecter les oiseaux qui passeraient à proximité du MAT Fécamp. Donc l'objectif ici sur ces vidéos, comme vous pouvez le voir avec cette petite animation, cela va être d'effectuer des annotations manuellement et de les utiliser pour pouvoir entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle qui, à terme, nous l'espérons, pourront nous aider à identifier de façon automatique les oiseaux sur des vidéos. Et l'objectif aussi de tout cela, ça va être de pouvoir étudier les trajectoires des oiseaux à proximité du MAT Fécamp. Donc, tout d'abord, là, ici, pour les caméras, on parlait de comportement en vol, mais on sait également que les structures offshore, et notamment les éoliennes en mer, peuvent être des zones de repos à terre, peuvent parfois aussi attirer certaines espèces pour pouvoir se reposer. Et donc, pour mesurer cela, on va déployer des pièges photographiques appelés caméra traps pour pouvoir mesurer l'effet reposoir. Donc, on aura plusieurs caméra traps qui vont être localisées juste au niveau de la passerelle du MAT Fécamp afin de voir de jour comme de nuit. Là, cette fois-ci, ces caméras permettent aussi de voir de nuit, de prendre des photographies à intervalles réguliers pour pouvoir essayer d'identifier les espèces qui sont posées sur la nacelle du MAT Fécamp et également quantifier cet effet reposoir. Et donc pour cela, une plateforme de sciences participatives va être mise en place pour pouvoir justement analyser ces photographies, pour pouvoir proposer des identifications des espèces d'oiseaux, pour pouvoir les compter également. Et on aura justement une correction, une vérification qui sera faite en partenariat avec le groupe ornithologique normand. Donc pour conclure, vous l'avez vu avec ces 5 types d'instruments qui sont complémentaires, on va tenter et essayer d'arriver à la fois identifier les espèces, quantifier et avoir leur comportement. Et donc on va regarder ça en fonction de différents paramètres, notamment en fonction des conditions environnementales, donc par exemple les conditions météorologiques, également les conditions de mer, d'autres paramètres spécifiques, on peut par exemple penser à la marée, etc., pour pouvoir voir quelle est l'influence de ces paramètres sur la détection que l'on aura sur le MAT Fécamp avec ces 5 instruments. Puis également aussi d'étudier les interactions avec les activités humaines et notamment les projets d'éoliennes en mer. Donc ici, si on resuit exactement ce que Karine a dit, et l'objectif ici se caractérise bien sur le lot faune volante, on va à la fois standardiser les protocoles d'utilisation et d'acquisition des données. On va tendre aussi à essayer d'automatiser au mieux l'acquisition de ces données et les processus de pré-traitement, de pré-analyse, et également d'arriver à avoir une acquisition en temps réel grâce à ces types d'instruments pour mener vers un réseau d'observation où l'objectif à terme sera de pouvoir déployer tous ces instruments sur les futures éoliennes en mer afin de mieux étudier tous ces paramètres. Et je vous remercie de votre attention et je passe la main à ma collègue Lydie qui va vous parler de faune marine mobile et plus particulièrement de mammifères marins et de poissons.
Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Lydie Couturier. Je suis chercheuse à France Énergie Marine avec des activités de recherche qui évoluent autour des interactions entre les peuplements de poissons et les énergies marines renouvelables. Et aujourd'hui, je vais vous parler du volet de Mermaid qui s'intéresse à la faune marine mobile. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, comme pour le lot sur la vie faune, donc on s'intéresse à identifier, quantifier et évaluer le comportement de différentes espèces de mammifères marins, de poissons, mais aussi de grands crustacés autour de cette structure. Donc, ce volet-là va s'articuler autour de deux grands axes. On va suivre le comportement et la présence des mammifères marins autour du mât fécamp et le suivi des peuplements de poissons et des grands crustacés autour de cette structure et comment ils utilisent cette structure. Donc, dans un premier temps, on cherche à identifier quelles espèces de mammifères marins sont présentes autour de cette structure. Donc, pour cela, on va mettre en place un couplage d'hydrophones. Donc, on aura un hydrophone large bande qui, lui, enregistre le bruit ambiant et permet de le caractériser, et un FPOD qui est un hydrophone spécialisé qui permet de détecter les signaux acoustiques émis par les mammifères marins. Parce qu'il faut savoir que différentes espèces vont avoir différents types de signaux, donc on va être capable de les distinguer, voire distinguer potentiellement des individus. On va aussi mettre en place des prélèvements d'ADN environnemental. Donc, le principe de l'ADN environnemental, c'est que tout être vivant, peu importe sa taille, va laisser des traces d'ADN lors de son passage dans son environnement. Donc, au travers d'éjections, de poils, de peau, d'écailles. Et l'idée, c'est que nous, on vienne prélever de l'eau sur des sites bien définis qui contiendront de l'ADN. Donc, on va les analyser et ça va nous permettre de savoir quelle espèce était autour de cette structure. Dans un temps déterminé. Ensuite, on cherche à quantifier les espèces autour du mât. Donc, pour les mammifères marins, on va utiliser les caméras à 360 degrés que Yann a décrit pour les oiseaux. Donc là, ça va nous permettre d'observer les individus qui remontent à la surface pour respirer et donc ainsi de les compter. Et donc permettre de quantifier au cours du temps combien d'individus sont présents autour de la structure. On va aussi utiliser des hydrophones large bande qui vont nous permettre d'écouter les sons émis par les mammifères marins. Et parce qu'on aura 3 hydrophones placés dans la zone, ça va nous permettre d'utiliser le principe de la triangulation. Donc, les signaux émis vont être détectés par les différents hydrophones et en fonction et va nous permettre, par le principe de triangulation, ça va nous permettre de localiser spatialement d'où vient le signal. Donc, où est placé cet individu. Si on a plusieurs individus qui sont répartis de façon assez distincte spatialement, ça va nous permettre de compter combien d'individus sont dans la zone. Et enfin, pour étudier le comportement de ces espèces, donc on va utiliser les enregistrements effectués par tous les différents hydrophones. Et parce que des recherches précédentes, on a déjà un répertoire de sons associés à certains comportements, on va pouvoir savoir que font les individus dans cette zone. Donc, par exemple, si on a des clics, on va plutôt être sur des individus qui se localisent dans la zone ou qui cherchent à manger. Si on a plutôt des buzz, là, on est sur de l'alimentation. Alors que des sifflements, on est plutôt sur des interactions sociales, de la communication entre individus. Donc maintenant, passons au volet poissons et grands crustacés. Donc là, pour le même principe, on cherche à savoir quelles espèces sont là et comment cela peut fluctuer au cours du temps. Donc on va utiliser l'ADN environnemental sur le même principe que pour les mammifères marins. La vidéo sous-marine qui sera déployée de façon ponctuelle, qui va nous permettre de savoir quelles espèces sont là lorsqu'on peut les voir. Et on va utiliser aussi les données des suivis réglementaires qui sont effectués dans le parc éolien de Fécamp, qui va nous permettre d'avoir une vision de quelles espèces peuvent être présentes autour du mât et comment cela fluctue au cours du temps. Oups, un peu trop tôt. Enfin, pour pouvoir quantifier les peuplements de poissons autour de la structure, dans le temps, mais aussi dans l'espace, on va utiliser l'échosondage. Donc, l'échosondage va nous permettre de détecter les bancs de poissons et à partir de là, de calculer des biomasses relatives. Et ponctuellement, on va pouvoir déployer de la vidéo. Et donc, cette vidéo elle va nous servir de vérité terrain pour vérifier que nos scans d'échosondage qui sont effectués en même temps que la vidéo, ce qu'on identifie comme des bancs de poissons le sont bien. Et en plus, on va pouvoir associer une espèce à cette signature d'échosondage.
Donc, une petite figure pour expliquer vraiment de façon très simple qu'est-ce que l'échosondage. Donc, on a un sonar ou un échosondeur ici qui va émettre une onde acoustique dans l'environnement qui va se réfléchir sur des obstacles, des objets. Et donc, ces ondes réfléchies vont revenir vers un récepteur qui va les convertir en signaux électriques pour produire une image sur écran. En fonction de la puissance des ondes réfléchies, mais aussi du temps qu'elles prennent pour revenir jusqu'au récepteur, on va pouvoir savoir si on est sur un corps plutôt dur, plutôt mou, et puis donner une notion de distance par rapport à l'échosondeur. Donc ça va nous servir à pouvoir détecter ces fameux bancs de poissons. Après, il y a tout un processus d'analyse de ce type d'image bien spécifique pour en extraire des informations sur la biomasse. La vidéo, elle va consister à déployer un système relativement simple. On aura des caméras vidéo qui regarderont dans différentes directions, qui nous permettent d'avoir une vision à 360 sous l'eau. Donc comme ça, si la structure bouge à cause du courant ou tourne, on aura toujours une caméra orientée vers la structure. Et on va déployer ce système-là sur 2 profondeurs pour avoir une vraie vision verticale de ce qui se passe autour de la structure. Et enfin, pour comprendre un petit peu comment ces peuplements utilisent ce mât et essayer de répondre à la question de pourquoi. Par exemple, est-ce que d'observer et de démontrer l'effet récif, typiquement. Donc là, on va regarder les mouvements et les patrons d'occupation d'un point de vue horizontal, mais aussi vertical, des différents dépeuplements autour de la structure. Donc, on va utiliser l'échosondage. Donc là, l'échosondage va nous permettre de situer les bancs de poissons. Est-ce qu'ils sont plutôt au fond? Est-ce qu'ils sont plutôt vers la surface? La vidéo, elle va nous permettre d'observer ça ponctuellement, mais aussi de voir quel type de comportement on peut observer. Est-ce qu'ils sont en train de se nourrir sur, par exemple, des moules qui auraient colonisé la partie supérieure de la fondation? Et enfin, la télémétrie acoustique, là, va nous permettre de suivre de façon précise les trajectoires autour de la structure de différents individus, de différentes espèces. La télémétrie acoustique, elle va aussi nous permettre plus globalement de reconstruire les patrons de fréquentation des individus autour de la structure. Donc, est-ce qu'on a des animaux qui ont tendance à rester de façon relativement permanente autour de ce site? Est-ce qu'on a plutôt des animaux qui viennent, restent un petit peu, s'en vont et puis reviennent, donc on va avoir une certaine fidélité, ou est-ce qu'on a des animaux qui sont juste de passage? Donc, encore des petites figures pour expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que la télémétrie acoustique. Donc, le principe est relativement simple. On a deux parties principales. Donc, on a les récepteurs, qui sont en fait des hydrophones spécialisés qui écoutent à une fréquence bien particulière, et des émetteurs ou marques acoustiques qu'on place dans les animaux. Ces émetteurs, ils émettent de façon régulière un signal unique, un signal acoustique unique. Donc, quand le poisson marqué vient dans le champ de détection de ce récepteur, le récepteur va enregistrer l'identification unique de l'individu, la date et l'heure. Et l'intérêt d'avoir un maillage aussi important autour de la structure de récepteur, c'est que quand l'individu marqué vient dans la zone, il va être détecté par différents récepteurs en même temps. Et bon, du même principe que pour les mammifères marins, en utilisant une approche de triangulation, on va être capable de reconstruire la position précise de l'individu dans l'espace, sachant que notre émetteur, il peut émettre toutes les 30 secondes, donc on aura la position précise de cet individu toutes les 30 secondes, et on sera capable de reconstruire sa trajectoire dans le temps. Et parce que ces récepteurs vont intégrer un capteur de pression, on aura aussi la notion de profondeur. Donc on s'intéresse là à regarder comment l'individu se déplace dans un milieu en 3 dimensions. Et enfin, l'objectif, c'est de déployer cette télémétrie acoustique sur différentes espèces et mieux comprendre comment ces différentes espèces utilisent cette structure. Donc voilà la conclusion de cette partie qui est similaire à celle des oiseaux. Donc on s'intéresse à mesurer différents paramètres. On veut comprendre comment les conditions environnementales et les activités humaines influencent ces paramètres dans le temps, qui nous permettent d'expliquer pourquoi on observe certaines tendances. Et puis les objectifs, c'est vraiment d'arriver à des protocoles qui sont standardisés, une automatisation d'acquisition de données et de pré-traitement, et puis pour tendre vers du temps réel pour certaines mesures. Enfin, tout cela va nourrir ce réseau d'observation qu'on veut déployer à beaucoup plus grande échelle. Donc voilà pour la partie faune marine mobile, et puis maintenant je vais passer la main à ma collègue
Emma qui va vous parler de réseau trophique. Merci Lydie. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Emma Régnius, je suis chercheur en approche écosystémique à France Énergie Marine. J'étudie les effets des parcs éoliens offshore et plus globalement le cumul d'impact des activités anthropiques et du changement climatique sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes marins. Alors jusque-là, les objectifs du projet qui vous ont été présentés se sont portés principalement sur certaines espèces et compartiments précis de la mégafaune marine, mais sans considérer en fait le reste de l'écosystème et surtout les liens qui peuvent exister entre eux. Donc, dans cette partie du projet, ce qu'on va faire, c'est adopter une vision intégrée où on va un peu changer d'échelle. Et pour ça, on va avoir une approche écosystémique, c'est-à-dire que l'on va étudier l'écosystème dans son ensemble en considérant toutes les espèces présentes dans la zone, du phytoplancton et de la matière organique jusqu'à nos top prédateurs, donc les compartiments de la mégafaune marine dont vous ont parlé mes collègues. Donc cette approche, elle considère l'ensemble des compartiments de l'écosystème, mais également leurs interactions par les liens proie-prédateur. Donc on va étudier ce qu'on appelle le réseau trophique, donc toutes les espèces d'une zone, et on regarde un petit peu qui mange qui et en quelle quantité. Donc il y a plusieurs intérêts à cette approche. D'abord, en plus de pouvoir considérer les effets directs d'une pression, donc là par exemple, si on a une pression qui va affecter notre petite espèce de poisson en bleu, on va pouvoir également mettre en lumière les effets indirects qui pourraient se propager au sein de notre écosystème au travers justement de ces liens proie-prédateur dont on a parlé. Donc par exemple, là, notre espèce en bleu, elle se nourrit des espèces ici en orange. Donc si la pression, elle va amener une baisse de la biomasse, par exemple, donc les proies seront moins consommées et on va voir que les proies vont pouvoir croître à l'inverse de notre prédateur. Donc c'est une explication qui est assez simplifiée, mais l'idée c'est vraiment de comprendre que si on considère que les effets directs d'une pression sur une espèce, on va finalement rater une grosse partie de ce qui se passe réellement dans le reste de l'écosystème. Ensuite, un deuxième grand intérêt de cette approche, c'est de pouvoir considérer les effets cumulés de plusieurs activités anthropiques, voire du changement climatique sur un écosystème donné. Donc cette approche, elle permet également de travailler à différentes échelles. Donc par exemple, on peut travailler à une échelle locale assez précise pour étudier une zone en particulier ou les effets d'une seule activité. Donc ici, par exemple, si on veut étudier la zone de Fécamp et les effets du parc, par exemple, mais on peut aussi passer à une échelle plus large si on souhaite étudier les effets cumulés de plusieurs activités anthropiques, donc par exemple en Manche, voire du changement climatique sur l'écosystème plus régional. Donc c'est ce qu'on va faire au sein du projet. Donc dans un premier temps, on va travailler à l'échelle locale, donc autour du mât de Fécamp et du parc éolien. L'objectif ici, ça va être de développer un modèle numérique qui va représenter l'écosystème de la zone pour nous permettre en fait de caractériser et comprendre sa structure et son fonctionnement avant l'implantation du parc. Ensuite, on va pouvoir simuler les effets potentiels justement de cette implantation, donc les effets directs et indirects sur notre écosystème, sa structure et son fonctionnement. Donc là, on va considérer, par exemple, le changement d'habitat avec l'ajout d'un substrat dur dans l'environnement qui va pouvoir favoriser certaines espèces sessiles et entraîner potentiellement un effet récif. On considère également l'effet réserve avec la fermeture partielle de la zone aux activités de pêche et les effets du bruit au cours des différentes phases de vie du projet sur les espèces telles que les mammifères marins. Donc là, un gros travail méthodologique devrait être mis en œuvre, notamment sur cet effet du bruit, qui a encore que très peu été intégré dans les modèles écosystémiques. Et donc ça va représenter un gros challenge de ce travail qui sera mené notamment en collaboration avec Quiet Ocean, qui est spécialisé dans la prévision et l'évaluation du bruit sous-marin. Un autre gros challenge lorsqu'on développe ce type de modèle numérique, c'est que ça implique en fait une collecte de données qui peut être très conséquente. En effet, on doit caractériser en fait l'ensemble d'un écosystème et pas seulement qu'une seule espèce. Donc, un des objectifs à l'échelle locale, ça va être un peu de capitaliser sur les données collectées par le mât. Donc, comme l'acquisition des données du mât, elle se fait en parallèle du développement du modèle, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que les données du mât, elles vont surtout nous servir à le valider. C'est-à-dire qu'on va vérifier que ce que le modèle nous prédit, ça reflète bien ce qui se passe dans la réalité. En parallèle, un gros travail de traitement des données du mât va être fait dans le but de développer des indices écologiques qui pourraient à terme directement alimenter nos modèles écosystémiques pour finalement servir de données d'entrée, donc plus en validation, mais là en données d'entrée pour le modèle autour du mât de mesure.
Donc en fait, ce type de mât a un potentiel qui est très important pour l'approche écosystémique, puisqu'il va nous permettre justement de collecter énormément de données sur l'ensemble des compartiments de l'écosystème et du coup nous permettre de bien les caractériser dans les modèles. Donc ça, c'était les objectifs à l'échelle locale. Et dans un second temps, on va travailler à une échelle plus large, régionale, qui va comprendre donc là la Manche orientale et le sud de la mer du Nord. Donc toujours en collaboration avec les universités de Caen, Bretagne occidentale et également l'université du littoral Côte d'Opale. Et pour cette zone plus large, en fait, on dispose déjà d'un modèle écosystémique qui est déjà prêt. Et à partir de ce modèle, là, le but, ça va être d'évaluer le cumul d'impact des effets donc de nombreux parcs éoliens qui occupent déjà la zone ou qui vont occuper la zone dans un futur proche, en considérant encore une fois les impacts, donc ajout d'un substrat dur, effet récif, réserve et les effets du bruit. Donc cette échelle un peu plus large, elle va nous permettre aussi de remettre en contexte ce bruit généré par les parcs en y ajoutant également le bruit du trafic maritime, qui est particulièrement important dans cette zone de passage entre l'Atlantique et la mer du Nord, et de nouveau là avec l'aide de Coët Océan. On considérera bien sûr aussi les activités de pêche de la zone qui pourront également être impactées dans leur capacité à aller pêcher dans les zones d'implantation des parcs. Donc pour ça, on va intégrer les différentes pêcheries qui exercent en Manche. Et on pourra étudier également l'effet de la pêche en elle-même sur l'écosystème. Et enfin, on pourra également étudier et intégrer le changement climatique, notamment par l'augmentation de la température de l'eau qui peut induire des modifications dans les communautés d'espèces, une diminution de la production primaire, voire l'arrivée potentielle d'espèces non indigènes. Donc les effets de ces différentes activités et du changement climatique sur notre écosystème, ils pourront être étudiés autant séparément, mais aussi simultanément, afin d'appréhender en fait un peu les synergies ou les antagonismes qui parfois pourraient amener des effets assez inattendus sur notre écosystème. Donc là, on va vraiment essayer d'avoir une vision globale des changements qui pourraient opérer dans la structure et le fonctionnement de notre écosystème face à l'ensemble de ces pressions. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vais redonner la main à Juliette pour le mot de la fin. Merci Emma. Alors du coup, pour conclure, donc mes collègues ils vous ont présenté les axes principaux qui sont développés dans le projet. Donc je vais faire vraiment une brève conclusion. Alors, d'abord, les messages clés à retenir. Si on doit résumer le projet en quelques phrases, en fait, on va retenir les objectifs principaux. Mermaid, c'est un projet ambitieux, innovant, qui vise à proposer un suivi intégré de la mégafaune marine, et ça au moyen d'instruments de mesure complémentaires. C'est vraiment cette notion qu'il faut retenir. L'objectif, c'est de développer des nouvelles méthodes pour aller vers l'automatisation de la collecte et de l'analyse de données. Et toutes les données acquises vont participer à développer et affiner les modèles trophiques pour évaluer notamment les effets cumulés sur le fonctionnement de l'écosystème. Donc c'est exactement ce dont Emma vient de vous parler. L'étape suivante, ça va ensuite être d'assurer la transférabilité de ce qui a été développé dans Mermaid à partir des instruments qui ont été mis en place sur le MAT Fécamp à d'autres sites afin de pouvoir développer un réseau de suivi à l'échelle nationale à partir des structures EMR. Je vous fais un petit point calendrier. On n'en a pas trop parlé. Mermaid, c'est un projet qui dure 4 ans. Il a démarré en septembre 2023. Dans les objectifs scientifiques, on a pu voir que différents instruments de mesure ont ou vont être installés. Ils sont nécessaires pour le projet. Et aller équiper le MAT Fécamp avec ces instruments, c'est pas c'est pas un petit objectif, c'est vraiment un gros travail. Et les équipes de Mermaid, en fait, travaillent sur les phases de design de l'instrumentation depuis le début du projet, voire même avant. Et grâce à ce travail de préparation, tout va être prêt pour qu'on puisse déployer tous les instruments au printemps 2024. Et donc, ça va nous permettre de commencer l'acquisition de données, on va dire au printemps 2024, pour une durée complète de 2 ans. Et ça, c'est vraiment un point important du projet. On aura 2 ans de données acquises sur tous les compartiments, voilà, jusqu'au printemps à peu près 2026. En complément de la partie instrumentation, de la partie terrain, les équipes elles travaillent aussi beaucoup sur les développements d'algorithmes pour automatiser, standardiser la détection de la mégafaune. Donc, ils vous en ont parlé avant. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'être prêt à lancer l'acquisition et le traitement en temps réel au bout de ces 2 ans d'acquisition de données, c'est-à-dire à peu près au printemps 2026.
Dans cette phase d'automatisation et de standardisation des algorithmes de détection des animaux, ça nécessite un gros travail d'annotation. Et alors, du coup, comme je disais, il y a beaucoup de développement d'algorithmes à partir de sources de données variées. Donc, on va voir les données acoustiques, les données vidéo, les données photos. Hop. Pour que les algorithmes ils soient en mesure en fait, de détecter les espèces de façon automatique, et d'être robuste, il faut des grosses bases de données annotées. Donc, vous voyez une petite vidéo qui se déroule sur l'écran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des bases de données annotées? En fait, c'est qu'on doit apprendre aux algorithmes à reconnaître les objets à détecter. En annotant donc comme ça manuellement des séries de vidéos ou des séries de données acoustiques qui ont été acquises dans différents types de conditions environnementales. Et ce que ça va permettre, c'est que par la suite, en fait, les algorithmes, ils vont pouvoir détecter, on espère, n'importe quel type d'espèce dans n'importe quel type d'environnement. Et donc pour cela, c'est écrit dans le titre, nous allons avoir besoin de vous. Yann vous l'a brièvement présenté en parlant du suivi de la vie faune, mais dès cet automne, donc dans à peu près 6 mois, en fait, nous allons mettre en ligne une plateforme d'annotation à laquelle tout le monde pourra participer. Vous pourrez entre autres annoter des données vidéo, comme l'exemple qui est montré ici. Hop. Enfin, pour finir, je vous rappelle que Drakkar Mermaid, c'est un projet ambitieux et qui est vraiment seulement possible grâce à la participation et l'investissement des 20 partenaires. Et on espère que Mermaid, c'est la première brique opérationnelle dans la mise en place d'un réseau d'observation à l'échelle nationale. On a beaucoup d'acteurs de la filière de l'éolien en mer qui sont membres du projet. Et pendant les 4 ans du projet, nos discussions, nos réflexions, nos travaux vont permettre d'alimenter la construction d'une feuille de route qui va nous permettre d'aller vers le déploiement d'un réseau national d'observation à partir des structures EMR. Sur ce, nous vous avons présenté les grands axes et les objectifs du projet Mermaid. Le webinaire, il avait vraiment pour but de vous faire connaître le projet et de répondre à vos questions. Donc, nous prévoyons de sortir des newsletters 1 à 2 fois par an pour tenir informé des avancées, des déploiements, des premières acquisitions de données, etc. Et maintenant, nous gardons un petit quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, si vous ne les avez pas déjà posées dans le chat, allez-y et on va pouvoir répondre aux questions que vous avez sur les différentes parties du projet Drakkar Mermaid. Je vous remercie. Alors, on m'a donné la tâche de redistribuer les questions à mes collègues. J'ai vu qu'Yann avait répondu à une des questions dans le chat, mais au cas où vous n'auriez pas tous eu la réponse. On a eu une question sur les pièges photos. Donc, est-ce qu'ils sont déclenchés par timelapse? Est-ce possible de déclencher les photos avec l'apparition de la faune? Yann, je te laisse répondre. Oui, donc c'est une question très intéressante. En fait, les pièges photographiques qu'on va installer peuvent effectivement détecter le mouvement. Ils sont faits pour ça notamment. Ils peuvent détecter le mouvement et détecter la vie faune. Nous, on a fait un choix ici dans le lot faune volante et pour mesurer l'effet reposoir d'utiliser le paramétrage time-lapse, c'est-à-dire qu'on va avoir une acquisition de photos qui va être régulière avec un intervalle régulier, donc par exemple toutes les heures, toutes les 30 minutes. L'objectif étant qu'on ait une donnée uniforme dans le temps et qu'on puisse bien mesurer l'effet reposoir, de savoir quand est-ce qu'on a de la présence, mais également quand est-ce qu'on a de l'absence. Parce que ça va être aussi intéressant de savoir quand est-ce qu'on n'a pas d'oiseaux et quand est-ce qu'on en a, pour pouvoir justement essayer de voir les différents paramètres qui peuvent influencer cet effet reposoir. Merci Yann. On a une autre question sur l'avifaune, mais je vais la prendre du coup puisque j'avais l'historique de ce qui avait été déployé sur le MapSequent. On nous a demandé s'il y allait avoir un radar qui allait être déployé en parallèle des caméras. Il faut savoir que sur le MapSequent, avant, lorsqu'il appartenait à EDF, il y a eu des déploiements de radars, mais c'était avant la phase de construction des éoliennes. Et maintenant, on ne peut plus mettre de radar sur le mât puisqu'il y a une position où en fait on ne verrait que des éoliennes et donc on aurait trop d'interférences pour pouvoir observer des oiseaux. Mais il y a des radars avifaune à d'autres endroits du parc éolien d'EDF. Et comme EDF est partenaire du projet, on pourra avoir à disposition les données collectées
dans le cadre de leurs études de suivi réglementaire. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Une petite question poisson pour Lydie. Quelles seront les espèces marquées et avez-vous prévu de commencer le marquage avant la mise en place du réseau pour étudier le comportement? Alors, les espèces marquées, c'est encore en discussion. Alors, on a croisé les informations existantes des suivis réglementaires, donc quelles espèces sont présentes dans la zone proche. On se concerte avec le comité des pêches Normandie pour avoir un retour aussi sur les espèces d'intérêt côté pêche professionnelle. Et il faut savoir que dans le cadre de Fish-Off, on suit déjà plusieurs espèces de raies et de requins. Donc, en fait, on va essayer de garder une cohérence, intégrer tous ces différents paramètres et garder une cohérence là-dessus. Il faut savoir que les suivis réglementaires révèlent qu'il y a une grande abondance de raies et de requins dans la zone. Donc, on sera probablement amené à suivre ces espèces-là, plus 1 à 2 espèces commerciales. En ce qui est des marquages, le déploiement des récepteurs se fera avant, mais les marquages seront rapidement faits ensuite. Mais il faut savoir qu'en Manche, actuellement, il y a plusieurs centaines de poissons qui se baladent avec des marques acoustiques, donc qui sont détectables par ce réseau. Donc, ce sera intéressant de voir si on a des espèces qui occupent cette zone alors qu'ils ont été marqués sur nos données. Voilà. Ok. Merci Lydie. Petite question pour Emma. Quels sont les types de modèles écosystémiques qui existent déjà sur la zone Alors pour la partie régionale, donc je parlais d'un modèle qui avait déjà été développé. En fait, c'est un modèle trophique qu'on a développé au sein d'un précédent projet de France Énergie Marine, le projet Windsurf. Donc ce modèle, il représente l'écosystème de la Manche orientale et du sud de la mer du Nord. On a développé ce modèle sur un logiciel qui s'appelle Ecopass with Ecosim. C'est un logiciel qui est très utilisé dans l'approche écosystémique et qui permet le développement de modèles trophiques. Au départ, c'est plutôt un logiciel qui est créé dans le cadre de l'approche écosystémique des pêches, mais qui s'avère très pertinent également dans le cadre des EMR et du cumul d'impact également. Donc, il y a eu pas mal de développement dans ce sens-là également. Et pour la zone de Fécamp, il n'existe pas de modèle trophique, en tout cas pour l'instant spécifiquement sur la zone. Donc, ce sera un développement propre au projet Mermaid. Voilà. Ok. Merci Emma. Yann, quelle est la portée des systèmes Motus? Alors, on a quelques retours d'expérience parce que en fait, le système Motus, je suis passé assez vite pour pouvoir tout présenter. Le système Motus, on a en Europe beaucoup de déploiements qui ont déjà été faits au niveau de la mer du Nord notamment. Le réseau est quand même assez bien construit au niveau des Pays-Bas, au niveau du Royaume-Uni. Sur les antennes qu'on a choisies, on espère avoir une portée d'à peu près 8 km, mais c'est assez approximatif en fait. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influencer la portée des antennes Motus, notamment la hauteur d'installation. Donc on a des phases de test qui sont également prévues. On a acheté quelques émetteurs pour pouvoir tester l'antenne, justement pour essayer de voir en mer quelles sont les différences, les distances de détection qu'on peut avoir. Et ça nous permettra aussi de voir voilà, quelle est la possibilité de détection avec cette antenne. Super, merci Yann. Lydie, on a une question ADNE. Où est-ce qu'on va prélever les échantillons d'ADNE au niveau du mât ou via des bouées ou au milieu du site et quel type de barcode comptons-nous utiliser? Alors, le protocole d'échantillonnage, justement en discussion. Donc là, on part plutôt sur un protocole spatialisé qui va nous permettre d'évaluer l'efficacité de l'ADNE pour mettre en évidence l'effet récif, en tout cas pour les peuplements de poissons. Donc avec des échantillonnages qui vont partir du mât et s'éloigner donc hors du parc et quelques échantillons au sein du parc. Donc ça, on sera capable potentiellement de le reproduire sur deux sessions différentes. Ensuite, en ce qui concerne le barcoding pour cette méthode, là, on n'a pas encore déterminé exactement quelle approche on va utiliser.
On est en pleine concertation pour la rédaction d'un cahier des charges pour savoir exactement quel type d'analyse on va effectuer. Mais on sera plutôt sur de l'analyse de diversité, on ne va pas être sur de l'analyse d'abondance relative d'espèces. Merci, Di. Emma, est-ce que vous allez regarder d'autres activités que la pêche et l'éolien offshore? Et avec quelles données tu vas pouvoir implémenter tes modèles, notamment pour la pêche? Alors, donc on va intégrer la pêche. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va aussi essayer d'intégrer le trafic maritime, notamment sur la zone régionale en Manche, et le bruit donc du parc. Il y a aussi des travaux qui ont été menés sur l'impact de l'extraction de granulats, donc on verra aussi si c'est une activité qu'on pourra rajouter pour ajouter à notre cumul d'impact. Pour les activités de pêche, en fait, il y a pas mal de données qui sont disponibles. On va faire une demande pour avoir accès aux données SACROIS, pour avoir les données de capture, donc par espèce et par type de bateau. Donc, dans chacun des modèles, on a une caractérisation des flottilles de la zone. Donc, chaque modèle a défini de manière différente les flottilles de pêche. Donc, pour la zone de Fécamp, pareil, on fera une sélection un peu des flottilles principales de la zone et les espèces principales pêchées et les quantités grâce à ces données que ça croisse qui sont disponibles grâce à l'Ifremer. Voilà, donc c'est des données quand même assez précises, quoi. Merci, Emma. Alors, il y a toute beaucoup de questions là sur l'instrumentation de manière générale. Comment est-ce que ça s'applique dans le cas des turbines? Je vais la prendre, celle-ci, si c'est OK avec tout le monde. Donc, l'hydrophone et le CIPX, ils seront, et l'échosondeur, donc le CIPX et l'échosondeur, seront disposés de part et d'autre du mât à 75 mètres de distance, donc opposés l'un à l'autre. L'échosondeur émet à une fréquence de 150 kHz. Donc, ça correspond aussi à la fréquence émise par les marsins. Donc, c'est pour ça qu'on les met aussi loin l'un de l'autre, pour être sûr de pouvoir, nous, continuer à enregistrer avec l'hydrophone et détecter le signal des mammifères marins pendant l'acquisition avec le sonar. Le sonar n'émettra que 2 minutes par heure maximum. Et nous n'avons pas vocation, enfin, on pense pas pouvoir aller. Il y a eu plusieurs questions sur l'identification des espèces, à quel niveau d'identification d'espèces des mammifères marins on peut aller. En fait, on va faire un arbre de décision. Donc, si on peut aller qu'à Delphinidé, on s'arrête à Delphinidé. Voilà. Ça, c'est pour pas mal de questions qu'il y avait sur ce sujet-là. Et après, il y avait le sujet de comment est-ce que ce qu'on collecte autour du mât, c'est applicable aux turbines. Donc, pour la partie sous-marine, sachant que c'est une structure qui est une fondation gravitaire qui est équivalente aux éoliennes autour, ça peut permettre d'avoir des informations sur toute la partie agrégation temporaire de poissons, effets récifs, etc. Pour la partie aérienne, clairement, il n'y a pas de turbine, hein, donc c'est surtout les méthodologies qui seront transférables à des éoliennes et non pas le comportement des oiseaux autour d'une structure qui n'a pas de rotor. Et voilà. Et après, bon, il y a aussi pas mal de questions sur les caméras. 360 qui regarde et l'espace aérien et la surface de l'eau. D'où le fait qu'on puisse regarder aussi les mammifères marins. Et c'est un système qui est custom made pour nous et qui a été utilisé notamment pour la défense, donc avec des vers traités, etc. Et là, je vais laisser la parole à Yann qui va pouvoir continuer puisqu'il y a eu des questions spécifiques sur la vie-faune. Est-ce qu'on va pouvoir faire des observations de nuit, Yann? Alors avec les caméras vidéo qui sont installées, telles qu'elles sont installées, les caméras 360 degrés dont tu viens de parler, elles vont uniquement enregistrer de jour. Par contre, on a les caméras traps, donc les pièges photographiques qui peuvent enregistrer de jour comme de nuit, avec l'inconvénient que de nuit, on aura probablement beaucoup plus de difficultés à arriver jusqu'à l'espèce. Donc on pourra sûrement savoir, par exemple, si c'est une espèce de goéland. Un goéland
on aura du mal à différencier les différentes espèces de goélands, par exemple. Après, on a d'autres instruments. Donc, les stations Motus permettent d'enregistrer en temps réel, continu. Et après, on a les enregistreurs acoustiques qui, eux, peuvent acquérir des données, notamment aussi de nuit, pour pouvoir enregistrer les vocalises d'oiseaux et la présence des chiroptères de nuit. Donc voilà, c'est aussi le cortège d'utilisation d'outils complémentaires qui permet justement d'essayer d'avoir un peu cette diversité entre jour et nuit, même si tous les instruments ne permettent pas d'avoir toutes ces infos. Merci Yann. Lydie, on a une question pour toi. Il a été mentionné que les émetteurs devaient être posés dans les animaux. Et donc, Laura Touzeau se demande si la pose d'émetteurs externes pourrait causer des problèmes en termes d'hydrodynamisme. Alors, Et est-ce que c'est pour ça que tu mets les émetteurs en interne? oui, alors on privilégie les émetteurs en interne parce que certains, en fonction de la taille des animaux, donc la taille de la marque va dépendre de la taille de l'individu, mais on a des batteries qui peuvent durer entre 3 et 10 ans. Donc, l'intérêt de placer la marque en interne quand c'est possible, c'est qu'on aura une bien meilleure rétention et en effet, les études aujourd'hui montrent que le tag semble être bien assimilé par les corps internes de l'individu. Quand ce n'est pas possible, par exemple pour les poissons plats, la marque est placée en externe. Donc, il y a eu quelques observations faites sur des animaux en captivité, sur l'impact. Donc, il n'y a pas encore une étude. Il doit y en a, il y a peut-être une étude qui étudie les impacts sur le comportement. Donc, il y en a au début du marquage et ensuite, les animaux semblent s'y adapter. Mais en effet, lorsque c'est possible, on évite le marquage externe parce que ça peut influencer sur les comportements de nage, etc. Merci Guy. Des petites questions pour Juliette quand même, on t'a pas oublié. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à la newsletter? Et Ronan, qui se C'est peut-être cache. plus Ronan même qui pourra répondre, mais il est caché. Et ben la newsletter, on reviendra. Je pense que c'est pareil, on fera une diffusion. Enfin, je sais pas, Ronan, tu me corrigeras, mais on a pas mal de mailing lists. On a LinkedIn. Oui, la newsletter sera diffusée sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn et X, Twitter, ou également aussi on pourra vous l'envoyer à ceux qui se sont inscrits pour le webinaire. Donc vous avez manifesté intérêt, on pourra vous l'envoyer directement par mail aussi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On envisage que la première sorte cet été. Comme ça, tous les déploiements devraient avoir été faits et on aura des premières choses à vous raconter. Et en tous les cas, elle sera disponible sur la page Drakkar Mermaid du site web de France Énergie Marine. Merci Ronan pour la sortie de cette petite grotte. Et Juliette aussi, on nous demande les sciences participatives, est-ce que ça va concerner toutes les espèces? Est-ce que ce sera spécifique à l'avifaune? Est-ce qu'il y a un programme de sciences participatives prévu pour les mammifères marins? Et est-ce que les requins font partie des espèces marquées? Oula, il y a plein de questions en une. Alors, la plateforme de sciences participatives, elle va être créée pour différents types de données. Donc, il y aura notamment les données vidéo des caméras 360. C'est l'exemple qu'on vous a montré à la fois dans une des diapos d'Yann et puis dans celle dans laquelle je vous parlais de la plateforme. Mais il y aura également potentiellement des données acoustiques qui sont les données avec lesquelles on va travailler sur les mammifères marins. Voilà. Et les données sonar. Après, voilà, en tout cas, c'est mammifères et oiseaux. C'est pas que les oiseaux. Mais en tout cas, les données vidéo seront peut-être les plus faciles à comprendre pour les non-initiés, mais voilà. Et ça sera sorti à l'automne, c'est pareil, ils sont en train de travailler dessus. Et Karine, tu peux peut-être compléter pour les données acoustiques ou mammifères? Oui, en fait, on a réfléchi peut-être à mettre en place des jeux concours où on formerait d'abord les gens sur la notation des données vidéo et puis une fois que vous êtes au clair avec ce que c'est la notation, d'avoir une petite formation pour la partie acoustique et en effet de nous aider à noter les mammifères marins, suivant un protocole défini par l'ENSTA Bretagne avec qui on collabore fortement sur le projet.
Il y a Daphné, je suis désolée je ne veux pas écorcher votre nom de famille, qui me dit je n'ai pas reçu de réponse à ma question. Donc Yann, une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a des nidifications d'oiseaux observés à l'étranger sur les parcs posés et notamment sur les jaquettes? Alors sur la nidification, il y a des retours d'expérience où on sait qu'on peut avoir de la nidification, notamment plutôt sur les postes électriques des parcs éoliens. Donc la nidification ne fait pas partie intégrante spécifique du projet Mermaid, mais c'est effectivement des choses où il y a des connaissances un peu en mer du Nord sur ça. On est plus voilà, sur les postes électriques qu'on peut avoir aussi un effet reposoir qui est assez important. Et on n'a peut-être pas parlé trop de ça, mais c'est vrai que par exemple sur l'effet reposoir oiseau, les questions sont aussi transférables à la fois sur la turbine, mais également sur le poste électrique. Merci Yann. Il nous reste encore quelques questions, mais on a dépassé le temps imparti. Donc, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement y répondre par mail ou, je sais pas, par écrit. Enfin, on va voir avec Ronan comment faire. Il n'en reste pas tant que ça, mais comme ça, si on peut vous apporter des réponses. Bon, mais merci à tous en tout cas d'être venus assister à ce webinaire. On était ravis de pouvoir vous présenter nos travaux. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.